Monsieur Eugène Caselli, qui est le président de la communauté urbaine de Marseille. Monsieur le sénateur maire de Marseille, Monsieur le président du Conseil mondial de l'eau, Monsieur l'ambassadeur français en charge des négociations sur le changement climatique et maire de Bourges, Monsieur Pelletier, Monsieur le coprésident de l'Organisation mondiale, Cités, gouvernements locaux unis et maire de Harare au Zimbabwe, Monsieur Massounda, Mesdames et Messieurs les maires et représentants des collectivités présents pour cette conférence internationale des autorités locales et régionales pour l'eau, Mesdames et Messieurs les élus, Madame l'adjointe au maire qui a très largement participé à cette organisation, Madame Martine Vassal, Mesdames et Messieurs, je suis heureux, dans le cadre de l'ouverture de cette conférence sur l'eau des autorités régionales et locales, au 3e jour d'un mondial dont j'espère avec vous qu'il permettra de faire ressortir des propositions à même de satisfaire les besoins de l'humanité en eau et de créer de meilleures conditions sanitaires pour des populations qui en sont toujours dépourvues. C'est une fierté et un privilège pour le président de la communauté urbaine de Marseille-Provence Métropole de pouvoir s'adresser à vous, élus des collectivités locales, qui vous êtes donné rendez-vous à Marseille pour réfléchir à tout ce qui nous permettra de mieux tenir le rôle qui est le nôtre dans le service public de l'eau et de l'assainissement. Par l'histoire et la géographie, autant que par la culture, la métropole marseillaise est idéalement placée au sud de l'Europe et parmi les pays riverains de la Méditerranée. Et on peut dire sans exagérer que l'eau a toujours été un élément crucial pour notre espace de vie, qu'il soit terrestre ou maritime. Autrefois, le climat avait fini par poser de très sérieux problèmes d'approvisionnement en eau pour la deuxième ville de France et pour son arrière-pays. L'alternance de longues périodes de grandes sécheresses et d'épisodes pluvieux violents n'était pas de nature à assurer un approvisionnement constant et suffisant. Certes, l'eau pure des montagnes des Alpes coulait en abondance, mais elle s'écoulait loin des villes du littoral et avec un débit très variable. Les caprices de la rivière Durance, ancien et terrible fléau de Provence, sont inscrits dans la mémoire collective de ses riverains. Succession de crues emportant tout sur leur passage, suivies par d'interminables périodes de sécheresse. À quoi s'ajoutaient de grosses lacunes dans le système d'assainissement. Les égouts existants, pour l'essentiel, se déversaient dans le vieux port et dans la mer libre. Et jusque vers la fin du XIXe siècle, Marseille ne disposait guère pour évacuer ses effluents que des ruisseaux ou des puisards. Et le manque d'étanchéité des conduites entraînait la pollution des nappes d'eau souterraines. Au total, le tableau était effrayant. Alors aujourd'hui, tout le monde ici trouve normal de disposer toute l'année de la même eau pure et de très bonne qualité. Il n'y a qu'à tourner un robinet. Mais parvenir à ce résultat, tout à fait remarquable, ne fut possible qu'au terme d'un véritable combat et d'une mobilisation sans précédent. Un combat contre la vétusté d'installations en ville qui datait du Moyen Âge et fuyait de toutes parts. Un combat contre le relief, contre la nature et contre les maladies. Marseille avait les pieds dans l'eau de cette mer dont elle est née et qui a fait d'elle ce qu'elle est, mais Marseille avait soif, trop souvent et trop longtemps. Et à la fin de 1834, le choléra tua 1 millier de personnes à Marseille, suite au débordement des cours d'eau provoqués par de gros orages et la pollution occasionnée. Le choléra revient l'année suivante, encore plus meurtrier, puisqu'il fit 2500 victimes. Alors nos anciens, confrontés à la terrible situation que je viens d'évoquer, prirent la décision irrévocable et quoi qu'il en coûte, la formule est passée à la postérité, d'approvisionner la ville en eau potable en construisant un canal entre la rivière Durance et Marseille. Ce fut un chantier gigantesque, un des plus importants du XIXe siècle. Mais ce fut aussi le signe et la preuve éclatante que lorsqu'il y a une volonté politique, eh bien, on trouve le chemin. La leçon vaut certainement pour aujourd'hui. Et avec ces 18 ponts et aqueducs, ces 12 bassins
et ses dizaines de souterrains, l'ouvrage long de 90 km continue encore aujourd'hui d'approvisionner Marseille et 36 autres communes pour plus d'1,5 million d'habitants. Et l'histoire de l'eau en Provence ne s'arrête pas là. Au XXe siècle, d'autres travaux importants ont permis de dresser des barrages sur la Durance et le Verdon, dont le barrage de Serre-Ponçon qui retient le plus grand lac artificiel d'Europe, et 2 autres canaux pour amener l'eau des Alpes jusqu'à la côte, dont le canal de Provence. La ressource est donc ainsi doublée, donc sécurisée et donc garantie. Et cela en toute saison. L'eau proposée à la population est aujourd'hui d'une qualité remarquable. Quant à la quantité d'eau potable distribuée, elle dépasse les 100 millions de mètres cubes par an. Et en charge du service de l'eau, la communauté urbaine s'inscrit dans la continuité de cette gestion raisonnée et partagée de la ressource et pilote la totalité du circuit de l'eau: captage, adduction, traitement, distribution, entretien du réseau, collecte des eaux usées, leur transport et leur traitement avant rejet, ainsi que la récupération et l'évacuation du pluvial. D'où notre forte implication par cette histoire particulière dans la préparation et la tenue de ce forum mondial, en parfait accord avec le Conseil des gouverneurs du Conseil mondial de l'eau et son président, M. Loïc Fauchon. À Mexico, le 4e forum mondial de l'eau avait reconnu le rôle majeur des autorités locales dans l'organisation des services d'eau et d'assainissement. L'édition suivante du forum et le pacte d'Istanbul ont permis aux représentants des villes de s'engager sur des propositions concrètes. En effet, l'urbanisation connaissant une expansion durable qui voit la population du monde se concentrer de plus en plus dans des grandes villes, les solutions viendront des villes et de leur organisation. Et la coopération intercommunale s'impose donc comme un mode d'organisation tout à fait pertinent. Comment en effet aboutir à une gestion sérieuse des cours d'eau sans cette coopération entre les différents riverains? C'est le cas ici, où le canal de Marseille alimente 20 communes extérieures à notre collectivité, en plus des 17 qui en sont membres. Quant à l'assainissement, nous collectons et traitons les effluents de 28 communes et 10 communes extérieures à notre communauté urbaine qui sont raccordées à notre station d'épuration. Le tout à la satisfaction de tous. Nous faisons ainsi, avec l'eau et l'assainissement, la preuve que face aux besoins de la population et aux contraintes, il est judicieux de mettre en commun les besoins, de partager les projets et de mutualiser les moyens pour pouvoir les réaliser. Ici, on peut donc dire que nous avons réalisé la métropole de l'eau et de l'assainissement. Et pour nombre de villes du pourtour méditerranéen, confrontées à des problèmes d'accroissement de la population, d'approvisionnement et d'assainissement, Marseille est peut-être un exemple de ce qu'il est possible de faire. C'est un modèle qui s'exporte et un savoir-faire qui intéresse nos amis et voisins qui profitent d'intéressants transferts de technologies. Notre communauté urbaine participe aussi résolument à la mise en œuvre de solutions modernes et efficaces afin d'améliorer encore et de garantir l'accès à une eau irréprochable et d'assurer le service de l'assainissement dans les meilleures conditions pour l'environnement. Et la préservation de l'environnement commande que l'on évite la pollution par les effluents et les cours d'eau en crue des nappes d'eau souterraines et de la mer. Et notre ambition est d'aboutir à une qualité bactériologique optimum de l'eau dans les zones de baignade. Tout près d'ici, la géolide, monsieur le sénateur maire de Marseille vient d'en parler, constitue l'une des plus grandes stations d'épuration enterrées au monde. Elle est prévue pour traiter 90 millions de mètres cubes d'eau usée par an, avec un système de biofiltration, tout en respectant l'objectif de zéro nuisance visuelle, sonore et olfactive. Des visites de la géolide sont d'ailleurs prévues cette semaine et je ne peux que vous inviter à vous y rendre. Et au moment de renouveler ces contrats en matière d'eau et d'assainissement, notre communauté urbaine travaille à définir des délégations de services publics qui permettent de choisir des opérateurs ayant la meilleure expertise et la meilleure expérience
et les plus capables de mettre en œuvre nos engagements. Car il faudra transformer en engagement des uns et des autres les solutions qui seront proposées au cours de ce Forum mondial de l'eau. Et à l'occasion de la préparation des nouveaux contrats de l'eau et de l'assainissement, la communauté urbaine entend qu'en matière sociale, le droit à l'eau qui a été reconnu par les Nations Unies soit une réalité pour toutes les populations. Et sur notre territoire, l'eau est là, partout disponible et de qualité, mais on doit prendre en compte des situations d'urgence et les conditions de vie que connaissent certaines catégories de personnes. Je pense aux sans domicile fixe, aux squatteurs, aux Roms, etc. Le droit français doit donc permettre aux collectivités en charge de la distribution d'assurer ce service spécifique. Plus généralement, nous sommes partisans de mettre en place un système qui permettra à chacun d'avoir accès à l'eau à un prix abordable. La solidarité envers les plus démunis est au cœur de notre politique de service public. Par une approche globale des budgets des familles, la sensibilisation aux économies d'eau, des actions de proximité en partenariat avec des acteurs sociaux. Nous nous engageons à poursuivre cet effort et on peut aller plus avant en distinguant les différents usages de l'eau selon qu'ils correspondent aux besoins vitaux ou à des besoins qui sont plus subalternes. Et grâce au contrat de baie qui est en préparation avec la ville de Marseille, nous voulons prévenir le risque encore réel d'inondation et de pollution et améliorer la qualité des rejets des cours d'eau. Et puis, afin de contenir les phénomènes de crues et d'inondation, nous réalisons une série de bassins de rétention afin de soulager le réseau unitaire. Notre objectif précis est d'avoir une capacité de rétention de 90 000 mètres cubes à l'horizon 2018. Et dans le domaine essentiel de la solidarité internationale, Marseille-Provence Métropole adhère au dispositif de coopération dite loi Oudin-Santini. Cette loi permet de prélever jusqu'à 1% des budgets du service de l'eau afin de mener des actions de coopération avec les collectivités étrangères dans les domaines de l'eau et de l'assainissement. Ce dispositif va donc permettre de mobiliser des sommes significatives chaque année pour aider à creuser des puits, pour aider à fournir des savoir-faire dans des zones délaissées par la modernité et soumises aux contraintes d'une sécheresse récurrente. Notre communauté urbaine a voté pour l'adhésion au pacte d'Istanbul pour l'eau. Dans ce cadre, nous fixerons des objectifs chiffrés et réalistes et mettrons tout en œuvre pour les atteindre. C'est un devoir de solidarité internationale auquel les pays les plus avancés technologiquement ont le devoir de souscrire. Nous démontrerons ainsi que la mondialisation n'est pas que financière. Et je ne doute pas que nos travaux soient fructueux lors de ce forum, et je forme le vœu qu'ils nous permettent de contribuer durablement à ce que l'eau potable soit non seulement un droit, mais une réalité pour tous. C'est le message aux citoyens du monde entier, des Marseillais, des Provençaux et des Français qui ont l'honneur d'accueillir ce Forum mondial de l'eau. Je vous remercie.